Alors, est-ce qu'il est si clair que ça, ce message? La question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi est-ce qu'une majorité de Français, après avoir élu un président et lui avoir donné une majorité à l'Assemblée nationale, vote mécaniquement pour l'opposition pendant toutes les élections qui suivent? Quoi que fasse ce gouvernement, on aurait pu dire à François Hollande, en mai 2012, vous allez perdre les municipales parce que ça fait 30 ans que ça dure. Alors pourquoi est-ce que ça se passe comme ça à chaque fois? Quelqu'un a une idée, M. Vivorca? Oui, Claire Gallois. Moi, j'ai une idée toute simple. C'est que, étant donné qu'un président est élu avec une très courte majorité, ben, tout le reste des mécontents votent contre. Donc c'est à chaque fois, c'est très peu de gens qui font la différence. Non, mais il y en a 47% qui sont mécontents et qui sanctionnent. Bon, c'est peut-être bête, mais c'est logique. Je sais pas, Michel Vivorca. Oui, enfin, on peut avoir ce type de raisonnement et le préciser même un peu, mais je pense qu'il faut peut-être poser des questions un peu autrement. Mais pour aller d'abord dans votre sens, un président se fait élire, c'est une bataille terrible, je veux dire que l'opinion est très mobilisée, c'est très tendu, et le résultat est un peu juste en général. Et par conséquent, il est clair qu'il a gagné au moment, avec le maximum de ce qu'il pouvait avoir au moment où il a gagné, et ensuite, il ne peut que perdre, il ne peut pas en gagner plus. Bon, ça voilà. Mais je crois qu'il faut se méfier de ce genre de raisonnement, et de cette image, non pas du raisonnement que vous proposez, madame, mais de ce genre de façon de poser les problèmes. Parce que c'est comme si on était dans un pays où il y avait une gauche et une droite éternelles, figées, on ne sait pas trop d'ailleurs de quoi elles se composent, et que ça tangue un coup d'un côté, un coup de l'autre. C'est pas du tout la même gauche. C'est pas du tout la même droite qui sont en cause à toutes ces élections. Le paysage politique s'est totalement transformé et la société s'est également totalement transformée. Donc on peut aussi penser que les résultats des élections traduisent des mouvements plus compliqués de transformation aussi du jeu politique, des acteurs politiques et de la société et des relations entre ce monde politique et le monde social. Donc j'ai de la peine à me contenter, si vous voulez, de l'idée d'un côté, un coup d'un autre. Je trouve que c'est un peu... Quoi qu'il arrive, dès l'instant où vous êtes au pouvoir, vous savez que vous allez perdre toutes les élections jusqu'à ce que vous perdiez le pouvoir. Éric Fassin. Je pense que ce raisonnement, il repose sur le petit film qu'on vient de voir et qui commence en 1983. Ouais. Vous n'avez pas choisi de remonter plus loin. Parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que le dernier qui a réussi à remporter des élections intermédiaires, c'est Valéry Giscard d'Estaing en 1978, qui a réussi à ce qu'il n'y ait pas la cohabitation que tout le monde lui promettait. Résultat, s'il y avait eu la cohabitation, sans doute que François Mitterrand n'aurait pas été élu président de la République en 81, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui aurait été réélu. C'est bien ce que je veux dire. Si cette règle est vraie. En fait, l'idée qu'on sort toujours les sortants, en quelque sorte, c'est ce qu'on constate depuis les années 80. Donc on peut se demander pourquoi depuis les années 80 ? Qu'est-ce qui s'est passé entre les années 70 et les années 80 ? Eh bien, il me semble que dans les années 70, il y avait une lecture du monde qui était relativement claire sur un partage entre la droite et la gauche. Je crois qu'au contraire, 1983, eh bien, c'est le moment où la frontière entre la droite et la gauche, elle est remise en cause par la politique qui est adoptée au moment de ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur. Depuis, je crois que lorsque les électeurs renvoient systématiquement ceux qui sont au pouvoir avec des scores véritablement insultants, eh bien, ce qu'ils disent, c'est « vous faites la même politique ». Je crois que ça n'est pas un hasard si c'est seulement depuis les années 80 qu'on assiste à ce mécanisme de rejet systématique. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que tout de même, l'explication peut résider aussi dans le fait que François Hollande, par exemple, lorsqu'il arrive en 2012, fait une campagne qui est naturellement fondée sur des espérances. Et au bout des 2 ans, le réel entre dans une politique qu'il avait forcément négligée. Donc, cette appréhension du réel par un pouvoir crée des contraintes, des difficultés, des malaises. Et de l'autre côté, l'électeur lui-même perd des illusions qu'il avait en même temps que ses espérances s'étaient formulées. Et donc, on retrouve à un degré considérable les tendances que vous avez relevées dans votre enquête. Je crois que ce que vous dites là, c'est ce que croient beaucoup de gens, et en particulier dans le monde politique, c'est-à-dire qu'ils croient que le réel est de droite. Autrement dit, non, mais profondément. C'est-à-dire que d'un côté, on peut avoir des idées, des idéologies, des idéaux, mais que la réalité nous ramène à autre chose, c'est-à-dire à une position qui serait forcément celle qui est défendue par la droite. C'est précisément ce qui se passe depuis les années 80. Sauf après lui, j'ai un tout petit truc à dire. Le président lui-même, Hollande, puisque je me situe dans ces 2 ans,
a donné l'impression qu'il avait découvert une forme de réel un peu tardivement, puisqu'il a dit « je n'imaginais pas que la crise était à ce point-là ». Donc j'ai eu l'impression, le réel n'est pas de droite, même si je vous rejoins en partie pour le situer ailleurs. Mais le réel n'est pas toujours appréhendé par le candidat parce qu'il ne peut pas le connaître dans sa plénitude. C'est assez normal. Mais il a changé de politique dès qu'il a été élu. Sure. Alors moi, je voudrais rebondir sur deux choses. Je suis assez d'accord avec monsieur, dans le sens où aujourd'hui, les frontières sont beaucoup plus floues et poreuses. Et comme ça a été mon cas à moi et je pense à beaucoup de gens, on vote plutôt contre que pour aujourd'hui. Donc ce que vous disiez sur François Hollande est vrai, mais c'était vrai pour Sarkozy la fois d'avant aussi. Je pense que François Hollande, là, c'est plutôt Sarkozy qui a perdu que François Hollande qui a gagné. Dans l'opinion publique, je pense. En 2012. Et après, ce que démontrent après tous vos passages vidéo, c'est qu'en fait, c'est le même jeu. C'est en fait comme l'état des lieux d'un appartement. L'espace-temps entre les deux élections, c'est le temps de dire que tout ce qui ne va pas, c'est à cause du précédent, qu'il va falloir réparer tout ça et que ça va prendre plus de temps et qu'on n'a pas les solutions miracles. Et les électeurs se rendent compte de ça, ils sont mécontents. Donc, comme ils ont voté toujours un peu contre, il y a toujours un vote un peu contestataire. Quand on veut bien encore voter pour le manifester, parce qu'après c'est un peu le reste du débat, il y a d'autres façons aussi qui se manifestent de le montrer, comme l'abstention, ou des votes moins classiques. Voilà, on les abordera bien entendu, mais restons sur ce sujet pour l'instant. Je voudrais dire deux choses. Premièrement, dans le monde entier, même si c'est avec des variations non négligeables, il y a une crise de la représentation politique. C'est-à-dire que partout, vous avez des sondages d'opinion qui montrent que la population critique le système politique et, je dirais, les partis et les responsables politiques sont taxés au mieux d'impuissance et au pire de corruption. Partout. Et ce genre de sondage, donc il y a une crise de la représentation politique. Il y a quelques années, certains ont dit on va pouvoir améliorer ça en faisant d'autres formes de démocratie participative, délibérative. Je ne rentre pas dans tout ça, mais il y a une crise générale et qui pourrait se traduire par ce qu'on vient de voir, à condition d'ajouter un deuxième point. C'est qu'on est dans une culture de l'actualité, du présent, qu'encourage d'ailleurs Internet, qu'encourage l'interactivité que cela permet. On a un collègue historien, François Hartog, qui dit « Nous sommes rentrés dans l'époque du présentisme », c'est-à-dire l'histoire, le passé, comme l'avenir, tout ça, c'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est le moment présent. Et si les électeurs jugent le moment présent, on se retrouve chez ce que M. Bilja vient d'évoquer, le moment présent, il est toujours... Après la bouffée d'espoir qu'on a peut-être eue, il est toujours fait de désaveux, de désappointements, voilà. Et alors quand on entend dire en plus « je vous ai compris et je ne change rien », ça fait un drôle d'effet. Quand on entend dire quelque chose comme « on ne change pas une équipe qui perd », ça fait un drôle d'effet. Et donc, si vous voulez, on se retrouve vraiment dans un univers où, finalement, la politique est discréditée. Et donc, les gens continuent à voter, mais pas partout. Il y a des pays où les gens votent encore moins qu'en France. Et il y a des pays où les gens croient que les choses peuvent se jouer autrement. Par exemple, il serait intéressant de comparer... Pardon, tu voulais dire quelque chose? Non, mais vas-y d'abord. Non. L'élection de 2007 par rapport à celle de 2012, quoi qu'on ait voté en 2007, il y avait un taux à la présidentielle, j'entends, il y avait un taux de participation exceptionnel, une politisation considérable qui laissait espérer par la suite un investissement démocratique intense. On n'avait pas le sentiment de morosité un peu crépusculaire d'aujourd'hui. Ça a été détruit après, j'en ai bien conscience. C'était pour dire à monsieur que moi, je faisais une petite distinction entre les deux, 2007 et 2012. Il se trouve qu'il y a moins d'abstention au moment des présidentielles, qui sont les élections préférées des Français, et moins d'abstention aussi aux municipales, d'ailleurs, comme on va le voir tout à l'heure. C'est plus qu'une petite différence, je pense que c'est aussi le résultat d'une accumulation de déception, de gauche comme de droite. Il y a aussi un autre... Enfin, c'est une question que je voudrais poser à tous ceux qui ont l'air bien plus au courant que moi. C'est que, symboliquement, la droite représente la fidélité, la gauche, la justice. Et je pense, j'imagine, que si là, la sanction était tellement sévère, la gauche a fait des choses, pris des décisions magnifiques. Il y a eu la 5e semaine de congé payé, il y a eu la CMU, il y a eu la peine de mort, ce qui était extraordinaire. Mais la caractéristique de la gauche, et peut-être son défaut, c'est qu'elle semble toujours
agir en fonction des lendemains qui chantent. Et comme là, ils ont franchement pu chanter du tout, ça a dû être peut-être puni encore plus fort. Pour aller dans votre sens, je ne vais pas dans un sens, je pose une question. Ce qui a fait la force de la gauche, c'est sa capacité à dire nous allons changer le monde. Mais ça, personne n'y croit quand même. Non, mais attendez, beaucoup de gens, et je voudrais être plus précis, cette gauche politique était portée, plus ou moins, mais était portée par des espoirs sociaux. Oui. Si vous dites 36, vous avez l'image du métallo, avant d'avoir l'image de Léon Blum, si vous voulez. Et donc, vous avez le sentiment que des gens vont s'émanciper, se libérer, conquérir des nouveaux espaces, se projeter vers l'avenir. Et bon, le social a tellement changé que ces espoirs, aujourd'hui, sont beaucoup plus difficilement exprimés et portés, en tout cas, par des forces politiques. Là, vous faites la différence entre la droite et la gauche. Or, ce que montrent les 30 dernières années, c'est qu'il n'y a pas de différence. Si la droite est au pouvoir, elle perdra les prochaines élections. Si la gauche est au pouvoir, elle les perdra. Regardez, je vous donne un exemple. Il y en a un qui a l'air d'avoir tiré cette leçon, mais il n'a pas l'air de savoir pourquoi. C'est Jean-François Copé. Quand on voit Jean-François Copé le soir des résultats, il se félicite de la victoire de l'UMP. Écoutez-le. Il s'agit sans doute de la première grande victoire électorale de l'UMP sur une élection locale depuis sa création. Je voudrais qu'on ne s'arrête pas aux quelques estimations que vous donnez là, les informations. Bien sûr, mais je crois qu'il faut aller bien au-delà. Et de ce que l'on sait, il s'agit vraiment des conditions d'une vague bleue. Alors en fait, c'est très intéressant ce que dit Jean-François Copé là, c'est qu'il dit que c'est la première fois que l'UMP remporte des élections locales depuis sa création, et pour cause, depuis sa création en 2002, l'UMP était au pouvoir. Donc elle a perdu toutes les élections locales parce qu'elle était au pouvoir, tout simplement. Même, là, vous avez très bien relevé des tendances qui sont générales, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans les élections municipales de 2012, on a atteint un degré un peu supérieur. 2014, vous voulez dire, la dernière. 2014, pardon. Un degré supérieur, c'est-à-dire que peut-être, vous n'avez pas voulu inviter de politologue, j'espère ne pas dire de bêtises. En voilà un, il arrive, j'ai déjà commencé le débat depuis la guerre. L'abstention a atteint un taux considérable, la victoire de la droite classique est presque un triomphe, la poussée du Front National entraîne des mérites un plus grand nombre, et puis la défaite de la gauche est une déroute. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui, sur le plan du degré, a changé c'est ce qu'on va voir pendant toute cette émission, mais d'abord je vous présente Camille Chamou, qui vient d'arriver du théâtre. Alors vous êtes à l'affiche au cinéma des Gazelles, une comédie de Mona Achache que vous avez coécrite, et vous jouez chaque soir, comme on vient d'en avoir la preuve, votre one-woman show au théâtre du Petit Saint-Martin. Ça s'appelle Né sous Giscard, c'est un spectacle sur la nostalgie. On pourrait dire comme ça. Et puis Thomas Guénolé, vous êtes politologue, vous enseignez à Sciences Po, vous venez de publier Petit guide du mensonge en politique. Alors je vous pose tout de suite la question, est-ce que le premier mensonge, ce n'est pas de laisser croire à ceux qui dirigent notre pays que leur action a une influence sur le résultat des prochaines élections, puisqu'on vient de s'apercevoir que quoi qu'ils fassent, de toute façon, on va voter pour l'opposition? Alors, la question à se poser d'abord, c'est depuis combien de temps on a cet effet pendulaire? 30 ans. On l'a déjà dit. On a dit 30 ans, mais il y a eu des hypothèses qui ont été émises sur pourquoi, depuis 30 ans, il y a cet effet pendulaire. Qu'est-ce qui a changé? J'ai envie de dire le chômage de masse. Avant 1980 environ, en arrondissant, vous n'avez pas le chômage de masse. Vous n'avez pas le chômage de masse. Le chômage de masse arrive... quand même, on parlait de chômage tous les soirs quand il était président. Oui, et d'ailleurs, au fur et à mesure, les victoires électorales, vous mentionniez le fait qu'il avait obtenu une victoire électorale, elle est très serrée. Et en réalité, dans les années 80, vous avez une poussée de plus en plus forte du chômage de masse, et ça va en s'accumulant et en s'aggravant. Et au fur et à mesure que ça s'aggrave et que ça persiste, les majorités sortantes se font systématiquement sortir. Moi, je sais bien qu'une corrélation n'est pas nécessairement une causalité. Je salue mon ancien professeur de statistique au passage, mais tout de même, il y a quand même là un caractère systématique relativement évident. Par ailleurs, puisque on a évoqué à un moment donné dans l'ordre du jour de l'émission la question du Front National, je signale que la proportion d'immigrés et d'étrangers dans la population française est la même dans les années 70, et pourtant il n'y a pas d'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chômage non plus. Donc la résurgence de ces thèmes-là, la résurgence de ce canevas-là me paraît liée spécifiquement au chômage. J'ajoute que dans la liste que vous avez donnée, il y a une exception. La droite repasse en 2007. Oui. Je signale que juste avant, on est redescendu quasiment au plein emploi.
Vers 2005-2007, vous retombez à peu près vers 5%. Donc, Nicolas Sarkozy, en fait, a fait sa campagne présidentielle en faisant comme s'il était dans l'opposition à Jacques Chirac, qui était le président de la République. Il a parfaitement interprété le message d'une nécessité de renouvellement générationnel, de style, et puis le mythe de l'homme providentiel. Pour autant, je signale que quand vous avez systématiquement des défaites à mesure que le chômage augmente et une victoire alors que le chômage a baissé, je ne peux pas considérer ça comme une coïncidence à la longue. Je signale enfin, parce que comme j'ai un critique de hip-hop juste à côté de moi, quand on parle de la montée du rejet du système, qui à mon avis est lié vraiment au chômage, je signale qu'on retrouve même ça dans l'art, c'est-à-dire le début de la chanson « Qu'est-ce qu'on attend ?» c'est « Les années passent, pourtant tout est toujours à sa place ». Vous voyez ? Ça commence par ça, concrètement. Donc c'est de dire que ça s'accumule, ça monte, et le moment où l'extrême droite ressurgit, c'est le moment où le chômage reprend une couche supplémentaire au moment de la séquence 2007-2009. On parlera du Front National tout à l'heure, si vous voulez bien. C'est un raisonnement un peu dangereux. Parce que, je vais vous dire pourquoi. Je vous en prie. Parce que si vous allez en Norvège ou en Suisse, on ne peut pas parler de chômage, on ne peut pas parler de crise économique, etc. Vous avez l'équivalent du Front National de façon... Les chiffres sont là. Et le dernier référendum en Suisse peut l'illustrer. Et ce que je veux dire, c'est que, là, par contre, je vous donnerai raison, mais j'amplifierai considérablement. Moi, je pense que si c'est vraiment les 30 ou 35 dernières années qui sont en cause, ça veut dire quoi? Notre pays a vécu dans un certain modèle de croissance, de plein emploi, mais pas seulement, un certain modèle de confiance dans la science, de confiance dans la production, de confiance dans l'avenir. Enfin, il y avait un modèle. On appelait ça les 30 glorieuses. Tout à fait. Bon. Et puis, on rentre douloureusement dans une longue période qui n'est pas seulement une période de crise, qui est une période de mutation. Le chômage en fait partie, mais c'est pour ça que je prenais l'exemple norvégien ou suisse. Vous avez des phénomènes économiques de chômage, vous avez des phénomènes culturels. Le changement culturel a pu commencer d'ailleurs avant. Tout ça n'est pas parfaitement, comment dirais-je, daté au même moment, mais on est rentré dans une longue période de mutation. Et c'est dans ce type de période qu'il y a évidemment plus facilement ce balancement. Donc je suis votre raisonnement, mais sur ce point-là, mais je ne le ramène pas exclusivement au chômage. Oui, nous avons différents degrés. Je n'aurai pas votre lecture et je pense qu'il y a un paradoxe. C'est que vous êtes politologue et vous dites que l'explication n'est pas politique. Elle vient de l'économie. Ouais, moi, je suis sociologue. Politique. Non, mais je suis sociologue et moi, je dis l'explication, elle est politique. Donc, je ne vous en fais pas un reproche. Je dis que simplement, on est un peu à front renversé. Et je crois que l'idée qu'évoquait tout à l'heure Michel Viborca d'une crise de la représentation qui ne serait pas propre à la France, mais qui effectivement est répandue dans le monde, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'idée que nous vivons en démocratie et qu'en démocratie, normalement, on a le choix entre des politiques véritablement différentes. À partir du moment où on dit aux gens, vous êtes en démocratie, on vous demande de voter, mais bien sûr, vous savez qu'à la fin, la politique menée sera la même. Il ne faut pas être surpris si, d'une part, les gens rejettent ceux dont ils avaient attendu un changement et qui ne l'ont pas apporté, et si, d'autre part, ce rejet, il peut se manifester non seulement en votant pour l'opposition, mais aussi en votant pour les extrêmes, ou bien en ne votant pas. Alors, on a eu l'explication du politologue, l'explication du sociologue. J'aimerais avoir l'explication de l'humoriste. Maintenant, comment expliquez-vous que aussi bien François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et désormais François Hollande, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, on leur donne une majorité pour qu'ils puissent gouverner et ensuite, on vote systématiquement pour l'opposition? Mais moi, j'ai un avis juste sur l'esprit français. Je pense que l'esprit français aime la contradiction et le contrepoint. Mais depuis toujours, hein, enfin depuis les Lumières en tout cas, quoi. Moi je pense qu'il y a un truc où à chaque fois, effectivement, s'il y a, alors vous dites 35 ans, je sais pas, alors pour le coup je suis vraiment pas politologue, je n'en sais rien du tout depuis combien de temps, mais moi en tout cas j'ai toujours connu ça, j'ai toujours connu quand il y avait effectivement un gouvernement d'un côté, après il y avait un contrepoint et ça se contrebalançait. Puis surtout moi je suis pour le coup, j'avais 8 ans au moment de la cohabitation qui était vraiment la phase où il y avait les deux au pouvoir, quoi, 86-88. Donc je sais pas, première, qu'est-ce que ça dit? Première cohabitation. Non mais ce que je veux dire c'est que je pense qu'il y a un truc dans l'esprit français qui aime le contrepoint et qui aime dire ouh là là, quoi, non, t'es pas le roi, attends 2 secondes. On va voter pour les autres, pour là. Bon, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a ça. Et après, sur ce que vous disiez, il y a 2 minutes, je pense que sur les... En revanche, là, moi, ce que je trouve inquiétant, c'est qu'effectivement, j'entendais Madame parler juste avant que j'arrive, normalement, la droite est censée représenter quelque chose qui, effectivement, bon, on peut définir par plein de mots, mais en tout cas, un esprit, en tout cas, de répression, par exemple, sur les gros sujets qui fâchent, et la gauche, un esprit de
prévention. Enfin, en tout cas, c'est un peu la distinction qu'on peut faire, je pense, grosso modo, quoi, sur les gros sujets qui fâchent. Et je trouve que là, ça s'est énormément... ça a vachement changé. Et du coup, le discours du Front National, il semble moins... Il y a moins de pédagogie de gauche. Et du coup, je trouve que le discours du Front National, il est moins flippant parce qu'il paraît moins différent des autres discours, en fait. Et ça, je pense que c'est un truc qui est très grave et très dangereux. C'est que les discours se sont, à force de s'équilibrer, de se nuancer, tout ce qui a été dit sur les Roms par des gens de gauche, ou même sur des sujets qui n'ont rien à voir, sur l'intermittence du spectacle, quand Ségolène Royal dit... ben voilà, l'intermittence, pendant qu'ils ont des heures de libre, il ferait bien d'aller faire des travaux d'intérêt généraux. Je trouve ça hyper grave. Et je me dis, c'est ouf que quelqu'un de gauche dise ça, en fait. Parce que du coup, ça nivelle. Et je trouve qu'il y a un problème de pédagogie, en fait. C'est ça qui fait que le discours du Front National, à mon avis, il semble de moins en moins... Vraiment un avis on arrivera au Front National, ne vous inquiétez pas, je sens que vous êtes tous pressés. Il y a des questions importantes qui ont été dites là, c'est-à-dire sur effectivement, le chômage, parce que c'est quand même la cause des problèmes numéro 1 des Français, c'est-à-dire comment ils vont bouffer à la fin du mois, comment ils vont payer leur loyer. C'est quand même la cause numéro 1. Et donc on est arrivé au social. Le social n'a pas changé. C'est que la gauche l'a abandonné. La gauche est devenue sociétale au lieu d'être sociale. Elle a abandonné un peu les prolos et les ouvriers et les employés. C'est là son drame. Donc à partir de là, le problème de... Effectivement, je pense que les Français, une bonne majorité, pensent que de toute façon, le politique n'a plus prise sur l'économie, que le marché est au-dessus de lui. Et donc, qu'est-ce qu'ils attendent? Et c'est là qu'on arrive aussi aux questions sociétales différentes. C'est-à-dire, à la limite, ils s'attendent quoi? Que le politique limite la casse, protège un minimum. On l'a bien vu, par exemple, avec Montebourg, qui a beaucoup gesticulé, mais ce qu'il a pu faire contre ArcelorMittal, c'est strictement que dalle. Donc, il n'a pas prise. Il n'a pas prise. ArcelorMittal est au-dessus de la loi, enfin, du politique français. Donc, il n'a aucune prise là-dessus. Donc, au bout d'un moment, les gens ne croient plus à ça. Qu'est-ce qu'ils attendent comme valeur refuge dans l'État? C'est qu'ils protègent ce qui est censé être les affaires de l'État, c'est-à-dire les services publics, la sécurité, toutes ces choses-là. Et même là-dessus, ils sont déçus. Ils sont déçus. La gauche, donc, a oublié les ouvriers, les employés et essaie de faire plaisir aux bobos. Je pense que l'ouvrier, quand on parlait même maintenant, même du rejet, parce qu'il y a un fait intéressant dans le Front National, parler de l'immigration. Il faut voir que maintenant, il y a des immigrés qui ne sont plus réfractaires au Front National. Ce qui est quand même un grand changement. Parce que, voilà, on pourrait beaucoup dire là-dessus. Et j'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais dire. Ça veut rien, vous allez le retrouver. Mais donc, par rapport à ce sociétal-là, donc ils ont négligé aussi ces problèmes-là, où chez les ouvriers ou chez les immigrés, où le fait religieux est encore important. Je pense que le problème de l'emploi était bien plus important que le mariage pour tous, ou toutes ces choses-là, sur laquelle la gauche a différé ses centres d'intérêt pour noyer le poisson, parce qu'elle n'a plus prise. Et alors juste, je vous donne une dernière indication. S'il y a un gouvernement qui a gagné la bataille contre le chômage, c'est celui de Lionel Jospin entre 1997 et 2002, où le chômage est passé à diminuer comme il n'avait jamais diminué. Il est descendu à près de 8% à ce moment-là. Et je vous rappelle qu'est-ce qui est arrivé à Lionel Jospin aux présidentielles suivantes. Il n'était même pas au second tour. Oui, mais si je peux me permettre il y avait de la croissance, il y avait tous les critères et il n'a pas été élu. Si je peux me permettre, oui. Au moment où il y a la dissolution, il y a une grosse injustice pour la droite. C'est qu'au moment où intervient la dissolution, on est encore dans la fin de récession par rapport à des cycles économiques qu'on appelle les cycles de Juglar. Et au moment où Lionel Jospin arrive, grâce au vote de rejet par rapport à cette récession persistante, Lionel Jospin vient d'arriver. On entre dans le cycle suivant et il bénéficie d'une croissance alors qu'il n'y est objectivement pour rien. Mais même s'il n'y est pour rien, il n'empêche que c'est sous son gouvernement qu'on a annoncé les meilleurs chiffres du chômage qu'on n'avait jamais annoncé. Sauf pendant le dernier semestre. C'est-à-dire que le chômage repart et donc il a l'inverse de son coup de bol à la fin, et comme quoi c'est une sorte de justice immanente, c'est que le chômage lui tombe dessus, là encore il n'y est pour rien, et donc cette fois-ci c'est l'anti-coup de bol qui le fait chuter. Mais c'est un déterminisme économique un peu... Je termine. Alors je voudrais juste... Tous les politologues sont politiques, l'objectivité n'existe pas. Excusez-moi, mais juste je voudrais préciser, il faudra qu'on m'explique un jour en quoi donner des explications économiques ne serait pas politique. C'est une défaite de la pensée de considérer que l'économie n'est pas un sujet politique. Je pense qu'il y a un truc qui lui a été reproché, c'est que dans toute sa campagne, il n'a jamais prononcé le mot ouvrier. Non, mais exactement. Oui, ça c'est vrai. Oui, ça, mais c'est-à-dire, je pense que le politologue n'est pas assez politique. Je veux dire qu'à l'argumentation économique qui joue certainement, il faut quand même ajouter une campagne
calamiteuse. Il faut ajouter les 2 ou 3 candidatures de Mme Taubira, de M. Chevènement, et j'en oublie peut-être 1 ou 2 autres. Enfin, il faut aussi prendre en compte ce genre de choses, et il faut aussi prendre en compte la dynamique politique qui existe et qui fait que quand ça commence... moi, je me souviens avoir vu les courbes du Front National qui montaient. Quand on fait de la politique... En 2002, oui. En 2002, mais bien entendu. J'étais en Espagne quelques jours avant l'élection et je me souviens, j'étais dans la rédaction d'un journal de Barcelone et on m'a fait voir la courbe. Il y avait les courbes de montée du Front National et de chute de Lionel Jospin. Donc il y avait une dynamique politique qui, en quelques semaines, ne pouvait pas s'expliquer seulement en termes économiques. Je ne dis pas que vous ayez tort, je vous trouve peu politique pour un politologue. Mais c'est justement ce que je trouve surprenant de considérer que l'économie ne serait pas un la politique. Pierre Gallois et Philippe Bilger, et ensuite on va avancer. J'y arriverai jamais. Quand vous parlez, en effet, du manque de puissance économique du gouvernement, moi, je voudrais mettre l'accent sur ce qui m'atteint le plus. C'est une forme de mascarade. Vous avez cité Arcelor, bon, d'accord. On reviendra après sur la loi Florange, qui est une honte de démagogie de la part de Hollande. Ben oui, c'est ce que c'est cette loi Florange. C'est vous qui avez la parole, je vous écoute. Continue. Et je prends un exemple qui m'a encore plus quasiment bouleversé, c'est le Jabi récemment. Le Jabi se trouve en faillite, avec un carnet de commandes plein. Montebourg fait tous ses efforts, il ne trouve aucune banque. Et c'est nous autres, tous les internautes, qui leur avons trouvé 650 000 euros. Ils demandaient d'abord 300 000 euros aux banques. L'État n'est pas intervenu, enfin, a soi-disant intervenu. Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire qu'un État soit aussi impuissant. Donc c'est une forme de mascarade ou quoi? C'est ça que je reproche surtout à la gauche maintenant, et ma grande déception, c'est tout le temps de l'affichage des mots creux, des mots généreux, et puis... C'est une des raisons pour lesquelles tout le monde ne l'appelle plus la gauche. Ce rapport aux politiques et à l'économie, c'est pas que la gauche, parce que quand les électeurs pensent que le politique n'a plus de prise sur l'économie, sur le marché, et qu'en plus, ils le voient comme complice ou en collusion avec, c'est l'exemple type de Sarkozy sur le yacht de Bolloré, c'est hyper préjudiciable aussi bien pour la droite que pour la gauche. J'adore les politologues parce qu'ils me donnent l'impression que le monde désordonné et complexe est très lisible. Mais il l'est peut-être. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je vous rassure. Vous avez dit quelque chose qui me paraît important, même si je ne sais pas si d'autres politiques sont possibles. Est-ce que vous ne croyez pas que peut-être l'impression que les lecteurs qu'on met en œuvre une seule politique dans le domaine économique et financier, en tout cas sur le plan national et européen, ne permet pas, par exemple, à d'autres politiques d'émerger dans une forme d'indépendance. Ce que vous dites est vrai sur le plan économique et financier, mais n'est pas vrai dans le domaine sociétal, dans le domaine judiciaire, où on a des politiques très contradictoires. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on a quelques petits gadgets, si j'ose cette expression un petit peu sarcastique, par rapport à cette homogénéité centrale de l'économique et du financier, par exemple? En tout cas, on voit bien que les politiques néolibérales, elles sont menées dans beaucoup de pays qui, par ailleurs, ont des politiques différentes dans d'autres domaines. La Turquie n'est pas la France. Et vous disiez pour le mariage pour tous que c'était une distraction, peut-être, mais après tout, c'est seulement... Je ne dis pas que c'est une distraction, je ne pense pas que c'était le souci principal tout à fait, des Français. Mais ça n'est pas parce que la gauche a fait cette réforme qu'elle a choisi de mener des politiques néolibérales. De toute façon, elle mène des politiques néolibérales, et vous allez voir sous Manuel Valls qu'il n'y aura pas des choses comme le mariage gay, mais on aura toujours la politique néolibérale. Alors justement, ceux qui croyaient que l'un était la cause de l'autre vont bien voir que ce n'est pas le cas. Alors justement, allons-y, la conséquence de ces élections, c'est le changement de Premier ministre. Manuel Valls a été nommé à Matignon, il peut dès maintenant d'ailleurs compter ses ennemis, de l'extrême gauche jusqu'à l'extrême droite, ils sont pléthores, regardez.